Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, Raphaël Guilloux, caviste et formateur, nous propose une plongée dans l'univers des arômes du vin pour mieux comprendre et apprécier sa dégustation. Une conférence présentée par Guillaume Tesson. Oui, bien, nous allons continuer ce cycle de conférences et d'interventions. Et ce sera une sorte de dégustation olfactive. En tout cas, on va parler de cette manière-là de déguster avec notre nez notamment, avec Raphaël Guilloux. Raphaël, vous êtes caviste et formateur en dégustation à Sancerre, en Val-de-Loire, très jolie région. Vous êtes rattaché d'ailleurs à un lycée viticole. Vous portez un regard engagé vers des pratiques plus écologiques de la vigne jusqu'au verre. J'essaie. Et votre entreprise, qui s'appelle Vue sur Vigne, qui a été créée en 2021, eh bien vous l'avez pensée comme une vinothèque éco-responsable. Avec vous, nous allons plonger dans l'univers captivant des arômes du vin et appréhender les subtilités olfactives qui enrichissent chaque cuvée. Une sorte de speed formation, si on peut dire, pour se familiariser avec la dégustation à travers les arômes du vin. Je voulais savoir dans un premier temps, Raphaël, en principe, comment est-ce qu'on déguste un vin ? J'imagine qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre. Alors, je pense pas qu'il y ait plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de s'y prendre, dans le sens où chaque dégustateur, chaque dégustatrice va avoir ses habitudes en termes de dégustation. Après, il y a une technique de dégustation. On parle de l'art de la dégustation. Me concernant, moi, j'essaye toujours d'aborder la dégustation de façon assez décomplexée. Notamment quand on anime une dégustation, il faut vraiment mettre aussi en confiance son auditoire, et généralement on est face à des gens qui ne sont pas des professionnels, et ça peut toujours être un peu effectivement compliqué, un peu il y a ce côté un peu timidité qui peut se créer au sein d'un groupe, et donc il faut aborder une dégustation avec déjà un vocabulaire très accessible, et donner en fait aux personnes les techniques, les différentes étapes d'une dégustation pour pouvoir appréhender un vin. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette transmission, puisque c'est ce que j'estime faire, c'est de pouvoir donner les clés aux consommateurs, aux consommatrices, pour que après, dans leur quotidien, quand on rencontre un vin, on puisse avoir une approche un peu plus poussée et un peu plus éveillée au niveau du vin. Donc vous, votre approche, elle est plutôt, elle est sensorielle, évidemment. Comment? Moi, c'est ce que je préfère. Je considère que la dégustation, elle fait appel à tous les sens, et notamment, je ne sais pas si je vous parle d'une dégustation de vin, selon vous, quel est le premier sens qui est sollicité ? La vue, tout à fait. La vue, mais qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit ? Avant même la couleur, le premier contact qu'on va avoir avec une bouteille, et c'est pour ça que je l'ai amené, ne serait-ce que l'étiquette. L'étiquette, c'est très important. Déjà, d'un point de vue marketing, ce qui va faire quand vous êtes dans un marché... chez un revendeur de vin, que ça soit grande surface ou un commerce spécialisé, déjà ça va vous créer une approche. Il y a des étiquettes que vous allez trouver plus attractives que d'autres. Et moi, en tant que professionnel, une étiquette, la regarder, la lire, ça va déjà m'apporter énormément d'informations sur le vin. Notamment, là, j'ai pris quelque chose d'assez... tout le monde voit qu'il y a marqué Sancerre, j'imagine, sur cette bouteille de vin blanc. Et rien le fait d'avoir marqué Sancerre sur cette bouteille, je peux déjà dire quel cépage c'est. J'ai cette connaissance. Est-ce que quelqu'un saurait me dire le cépage en blanc à Sancerre ? Certaines personnes qui ont suivi l'atelier ce matin, j'espère qu'ils s'en rappellent. Sauvignon blanc, très bien. Sancerre, c'est une appellation qui est en monocépage. Donc, on a un seul raisin pour le blanc qui est le Sauvignon, un seul raisin pour le rouge qui est le Pinot Noir. Rien que le fait de savoir que c'est un blanc de Sancerre, je sais que c'est déjà du Sauvignon. En termes de vocabulaire, je vais faire juste un petit point. Si je dis cépage, tout le monde sait de quoi je parle ? Là, le cépage, c'est une variété de raisin.
qu'on va différencier de ce qu'on appelle les raisins de table, les raisins qu'on croque, les raisins qu'on mange. Et un cépage va donner des informations effectivement sur le vin. La plupart des appellations en France, AOP, appellation d'origine protégée, c'est le label européen, sont composées soit d'un seul et unique cépage, on appelle ça donc monocépage, soit d'un mélange de plusieurs cépages, et on parlera donc d'assemblage. Et un autre point important, c'est celui du terroir, qui est l'environnement dans lequel la vigne va évoluer. Et donc le terroir, on a souvent tendance à penser que ça ne concerne que le sol. Et en fait, c'est un peu plus complexe que ça, le terroir. Le terroir, déjà c'est français, hein, c'est un concept très français, c'est un concept qui est né à la création des appellations en 1935. Et un terroir, ça considère le sol, effectivement, avec sa composition et ses différentes strates, mais ça va aussi concerner le climat. Le climat va avoir beaucoup d'influence sur la plante, comme sur toute plante, hein. On parle de production de la vigne, mais on pourrait parler de production de culture. Les années aussi, qui vont être plus ensoleillées que d'autres. Et puis, on oublie souvent aussi que le terroir, ça implique une intervention humaine, à savoir les choix de viticulture qui vont être faits pour faire pousser le raisin. Et tout ça, ça va influencer, si vous voulez, les arômes du vin. Mais selon vous, justement, moi j'aimerais bien vous questionner un petit peu et de savoir, si je vous pose la question, d'où viennent les arômes du vin? Qu'est-ce qui fait qu'un vin va être singulier, va se singulariser par rapport à un autre? Bon, les cépages, on est d'accord? La terre, donc le terroir, tout à fait. Et ça, en fait, on va reprendre étape par étape sur ce qu'on va pouvoir parler de typicité des arômes, les différents types d'arômes. Alors, ils sont affichés sur l'écran, vous les voyez. On va parler des arômes variétaux. Comme, de façon très simple, ça le sous-entend, c'est ce qu'on appelle les arômes primaires qui sont liés à la variété de mon cépage. Ce qui va faire que mon Sauvignon, qui soit planté à Sancerre, ou qui soit planté en Afrique du Sud, ou qui soit planté en Australie, ou en Amérique du Nord, je vais avoir une typicité aromatique qui va être liée au cépage, qui est exactement le même cas que tout autre fruit, en l'occurrence des pommes, des poires. Et ça va déjà me donner des informations. Donc, si vous voulez, quand je lis Sancerre sur l'étiquette, je sais que c'est du Sauvignon, et donc je m'attends à un vin plutôt vif, un vin plutôt marqué sur une aromatique fruitée sur des agrumes, et avec aussi une aromatique un peu plus marquée sur un côté un peu végétal, un peu herbacé. Ça, c'est des informations que j'ai par rapport au cépage. Les arômes secondaires vont concerner justement ce terroir, ce fameux terroir qui est le contexte, et qui va faire justement que mon Sauvignon, il va être différent en fonction de là où il va être planté. Donc je vais toujours avoir la même trame au niveau aromatique, mais je vais avoir des arômes supplémentaires, les arômes secondaires, qui vont être liés vraiment là au niveau du terroir, et qui va faire que mon Sauvignon d'Afrique du Sud sera très différent finalement de mon Sauvignon de Sancerre. C'est ce que j'allais vous demander. On est sur des climats vraiment différents entre le Val-de-Loire et l'Afrique du Sud. On a quand même vraiment une trame commune. On a une similitude au niveau de ces arômes primaires, ces arômes variétaux, mais ils vont s'exprimer différemment, et c'est surtout que d'autres arômes vont se créer et vont s'exprimer. Et je finirai aussi par les arômes tertiaires, qui sont finalement ceux qui vont le plus marquer un vin. Et ça, c'est vraiment un choix qui est lié à l'élevage. Donc l'élevage, c'est l'étape qui se fait après la vinification. Le produit a déjà été transformé, le jus de raisin s'est transformé en vin. Un produit donc avec un degré d'alcool. Et à partir du moment où le vin est créé, le vigneron, la vigneronne va faire le choix d'un contenant pour élever le vin. Et il y a des contenants qui vont marquer nettement plus que d'autres, notamment un contenant qui est assez connu, le fût de chêne, tout à fait. Et en fait, là où c'est assez marquant, c'est que mon fût de chêne, c'est de la dernière étape finalement, l'élevage du vin, mais c'est clairement les arômes que je vais sentir finalement les plus forts quand je vais rencontrer ce vin. Et notamment le fût de chêne va pouvoir d'un raisin, donc d'un cépage, mon cépage Sauvignon, qui était marqué sur un côté très herbacé et très fruité, un élevage en fût de chêne un peu poussé va complètement en fait revoir la famille olfactive et va plutôt me positionner sur quelque chose d'assez boisé ou d'assez épicé. Et notamment le fût de chêne, c'est très connu pour marquer en termes d'arôme de vanille. Ces vins qui sont un peu ronds, un peu entêtants. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. C'est finalement des premiers arômes qu'on va sentir, mais qui sont liés à la toute finalité
de la production du vin. Le vin, il faut vraiment avoir en tête que c'est de l'artisanat, hein. C'est un produit brut, le raisin, et qui va donner un produit fini, qui va être le vin. Donc là, si on récapitule le visuel, on est déjà dans le nez là. Hein. On est déjà dans le nez. Et j'ai ramené un verre parce que je considère aussi que tout bon dégustateur, toute bonne dégustatrice se doit d'avoir un bon outil de dégustation. Le verre de dégustation, c'est un peu le meilleur des compagnons. Est-ce que vous sauriez me dire comment on appelle les différentes parties qui composent un verre de dégustation pour pouvoir briller après en société? Là, facile, je le tiens par le pied. Et là, la jambe, tout à fait. La jambe. La partie plus haute, donc cette partie-là, c'est un peu plus spécifique. C'est un nom de verre, un type de verre très spécifique qu'on connaît. C'est une terminaison latine. Ça correspond aussi au verre à vin en italien. Et c'est un verre qu'on utilise sur une cérémonie particulière le dimanche matin. C'est surtout que je vous entends pas. Calice, tout à fait. Le calice. Le calice, c'est la partie haute. Et le calice va se diviser... Si je fais ça, ça tient, je pense pas. Le calice va se diviser en différentes parties. La partie basse qui va accueillir le jus, on appelle ça la paraison. La partie haute qui va permettre aux arômes de se libérer. Vous savez, quand on vous sert un verre de vin, on a toujours tendance à vouloir tourner là. Je vous expliquerai qu'il ne faut pas le faire tout de suite. C'est ce que j'allais demander, oui. Juste vous allez nous le dire. Je vous dis les étapes. La partie haute, c'est la cheminée, donc c'est là où vont se développer les arômes. Et je vais poser mes lèvres sur le buvant. Vous pouvez ressortir ça en société, je vous assure que ça va être professionnel du vin. Et donc les différentes étapes de dégustation, puisque voilà, je considère que les dégustations se font de façon très sensorielle, c'est clair. Et donc l'olfactif arrive très vite. Et donc la première étape importante en termes de technique, c'est ce qu'on appelle le premier nez, clairement. Et ce premier nez va nous permettre, alors pas de définir en fait la totalité de la facette des arômes, mais juste une première sensation, un premier contact avec le vin, et au moins définir la grande famille olfactive à laquelle il appartient. Que ça soit les épices, que ça soit plutôt un côté floral, que ça soit plutôt un côté fruité, boisé, végétal, la minéralité notamment, ça peut vraiment se sentir aussi au niveau du premier nez. Et c'est une fois qu'on a fait ce premier nez, qu'on a eu cette sensation, qu'on va aller chercher de la perception. Et la perception, là vous allez pouvoir aérer votre vin, faire en sorte que les arômes se dégagent, porter le verre une seconde fois au nez et vous allez voir que les arômes sont forcément décuplés. Et là, on est vraiment sur cette perception, on va pouvoir pointer ce qu'on sent réellement. Et je sens du fruit certes, mais je vais pouvoir dire que oui, ok, je suis dans une grande famille de fruits, plutôt type à fleurs blanches, et je vais pouvoir, notamment sur un Sauvignon, commencer à pouvoir nommer les agrumes. Et ce que je pense qui est le plus dur quand on commence à se confronter à la dégustation, c'est la dernière étape, c'est l'expression. En fait, ce qui est difficile, c'est de mettre un mot, un terme sur son ressenti. Et ça appartient à chacun. Il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de mauvaise réponse en dégustation. Il faut vraiment se libérer de tout ça. La mémoire olfactive, la mémoire gustative, elle est propre à chacun. Ça se crée généralement pendant l'enfance, donc ça va dépendre. Et là, voilà, on est à peu près, je pense, une cinquantaine dans cette salle. On n'a pas le même âge déjà. On n'a pas la même culture, on n'a pas eu la même éducation, certainement pas eu la même curiosité alimentaire. Et j'essaye des fois d'avoir des exemples très concrets. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'ait jamais mangé de fraises puisse sentir la fraise ? Et quand je dis que c'est très personnel aussi et que c'est propre à chacun, c'est comme cette Madeleine de Proust. L'olfactif, ça a cette faculté vraiment de vous renvoyer à un contexte particulier. Et je me souviens avoir eu une dégustation avec une jeune femme, une trentenaire. On goûte un vin rouge, plutôt léger, fruité, souple. Et elle a un flash comme ça, elle me dit « c'est les cerises du cerisier de ma grand-mère, là où il y avait la balançoire, où j'allais en vacances quand j'étais petite fille. Est-ce que c'est ça ?» J'ai dit « écoutez, moi je suis désolé, je connais pas les cerises du cerisier de la grand-mère. Si pour vous, c'est ça, c'est l'essentiel. En dégustation, il faut d'abord beaucoup se faire confiance, surtout. » Oui, ça me fait penser, il y avait hier matin une intervention sur comment s'éduquer, comment éduquer son sens olfactif avec Isabelle Ferrand de 5e Sens et Isabelle Larignon qui est créatrice de parfums. Et c'est ce qui ressortait. L'idée, c'était d'avoir un carnet, de noter ses impressions de manière ultra spontanée et il n'y avait jamais de mauvaise réponse en fait. Tout à fait, c'est vraiment propre à chacun. Et après, effectivement, c'est l'usage qui va faire que vous allez plus développer. Il y a des moments en plus aussi qui sont plus adaptés à la dégustation en termes de
journée, des fois aussi mon nez, mon odorat, mon palais n'est pas forcément le plus éveillé. Et puis il y a des périodes aussi, plus on va déguster, là on vient de sortir de la grande période des salons professionnels des vins là, qui a lieu en début d'année. On enchaîne pendant 3 semaines, on déguste une 50aine de vins par jour. Je vous assure qu'à ce moment-là, j'arrive à différencier un pamplemousse jaune d'un pamplemousse rose, une clémentine corse d'une mandarine. Parce que les papilles sont tellement sollicitées qu'en fait, ça demande à chaque fois d'être un peu plus précis dans sa dégustation. Il n'y a pas de saturation au niveau de la dégustation. Moi, j'avais une question sur la temporalité, c'est-à-dire sur le temps. On dit parfois qu'il faut ouvrir une bouteille un certain temps à l'avance. Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce sujet? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut toujours savoir. Alors, pour ouvrir une bouteille à l'avance, effectivement, ça parle encore une fois de l'oxygénation et de l'expression des arômes. Et effectivement, il y a certaines cuvées qu'il va falloir anticiper. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à avoir comme connaissance quand on n'est pas professionnel du vin. Là, je vous ai amené justement une cuvée 2021. C'est encore un millésime assez jeune, 2021. C'est une bouteille qui a été c'est une cuvée qui a été mise en bouteille il y a 2 ans. 2021, en plus, c'est une année très particulière. C'est une année fraîche. C'est une année où, souvenez-vous, c'était l'année post-confinement. On a eu un printemps qui a commencé assez tôt, mais qui a été suivi par des gelées. Puis il y a eu de la grêle, puis il y a eu un été extrêmement pluvieux, donc ça veut dire qu'il y a des maladies qui se sont développées dans les vignes. Donc très faible rendement sur ce millésime et très peu de soleil. Donc on n'a pas eu des vins qui étaient très marqués sur un côté chaleureux, fruité. Il faut savoir que le soleil apporte du sucre. Le sucre apporte de l'alcool également, mais plus il va y avoir de soleil et plus les vins vont être fruités. Donc on est sur des vins qui sont assez subtils. Aucun intérêt de les ouvrir trop longtemps en amont. Plus vous faites en sorte d'oxygéner le vin, plus les arômes se développent, mais plus vous avez de volatile. Donc au bout d'un moment, pareil, quand on tourne trop son verre, le verre on le tourne une fois. Avant de ressentir. Plus vous tournez, plus les arômes se dégagent. Vous savez, quand on est dans une soirée où on a un verre de vin, on le tourne, on boit, on fume, et le verre nous dure 20 minutes. 20 minutes d'oxygénation, vous n'avez plus un seul arôme à la fin dans votre verre. Concrètement, si l'idée c'est de s'initier ou en tout cas de se perfectionner davantage dans cet univers, qu'est-ce que vous conseillez Quel type de cuvée? Moi, je pense que ça peut être impertinent quand on veut commencer à s'initier, travailler sur du monocépage. Comme ça, on a déjà une seule et unique information au niveau des arômes variétaux, important. Là, c'est une cuvée aussi spécifique parce que c'est une expression de terroir. C'est des assemblages de différentes parcelles, mais sur un même terroir. Là, on est vraiment très sancerrois. J'ai fait le choix d'une bouteille extrêmement sancerroise avec un terroir silex. Silex, c'est l'expression de la minéralité, avec des vins qui sont vifs, qui sont francs, qui sont tranchants. Ce côté aussi un peu fumé, un peu cette pierre à fusil, vraiment. À Sancerre, quand vous vous baladez dans les vignes et sur les terroirs de silex, vous pouvez ramasser les pierres, les frotter ensemble, ça fait des étincelles. Donc, peut-être commencer par des cuvées, justement, qui sont très marquées, avec finalement peu d'informations et donc peu de complexité, mais pour pouvoir essayer de commencer à différencier, et notamment à Sancerre, ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'on a un seul cépage, le Sauvignon, pour le blanc, le Pinot Noir pour les rouges, une variété de terroirs qui va faire que notre Sauvignon va s'exprimer différemment d'un terroir à un autre. Et après, essayer aussi de commencer à... Parce que ça, je pense que c'est aussi assez facile au niveau de l'élevage, de prendre des élevages assez différents, et vous allez chez un caviste, en tout cas parce qu'il faut vous faire un minimum conseiller, parce que c'est pas forcément les informations qu'il y a sur une bouteille ou sur une contre-étiquette, mais essayer de prendre une cuvée élevée en cuvinox sur 6 mois, une cuvée assez similaire avec un élevage un peu plus poussé sur un fût de chêne pour avoir quelque chose de très marqué, et puis essayer de trouver quelque chose aussi avec plus de finesse et plus de subtilité sur ces matières qui reviennent de façon très tendance dans les élevages, comme le béton ou comme l'amphore, qui va à la fois aussi donner encore une expression très très différente et un peu plus subtile, un peu plus complexe. Et comment est-ce qu'on garde une trace justement de ces dégustations? Qu'est-ce que vous recommandez? Je sais comment... Du côté des parfums, du côté des matières premières, c'est souvent utile d'avoir son petit carnet fétiche. Comme c'est ce que je fais, je note mes impressions. C'est la même chose. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de prendre beaucoup de photos aussi des bouteilles des cuvées que je rencontre, et aussi d'écrire quelques notes, pour avoir à peu près une idée de mes perceptions sur le moment. Ce qui est intéressant aussi dans le vin, là, je vous ai fait un schéma assez global de ce que je venais de dire. Donc, on a vu que les arômes étaient influencés par le cépage.
cépage, hein, c'est vraiment la particularité. Chaque cépage a son profil aromatique. Le terroir, hein, je vous l'ai dit, ces arômes secondaires qui va faire qu'à cépage égal, on va avoir une expression très différente en fonction aromatique, en fonction du terroir. L'élaboration, hein, c'est ce que je vous disais, un choix de contenance, ça peut être très intéressant aussi. C'est la prochaine fois que vous allez dans un vignoble, d'aller visiter un vigneron, une vigneronne, et demander à déguster sur cuve. Dégustation sur cuve, c'est qu'on goûte un vin qui n'est pas encore fini, qui n'a pas encore été mis en bouteille. Et il y a des cuvées un peu prestigieuses, les cuvées haut de gamme. Ça va être un assemblage d'un même jus initial, c'est un même raisin à la base, mais on a fait des choix différents en termes de contenant. Et la finalité, au bout de 6 mois, 1 an, c'est qu'on va assembler tout ça dans une seule unique cuvée. C'est très intéressant de demander à déguster sur cuve et d'avoir justement la possibilité de goûter un même jus, mais avec des élevages très différents. Et on voit effectivement que le bois marque d'une façon remarquable par rapport à une cuve inox. C'est ce que je vous mettais de façon assez classique. Si vous goûtez un vin qui est très fruité et vif, il y a quand même de fortes chances que ça soit un élevage court en cuve inox. Si c'est rond, ça a de la matière, du gras et très vanillé, là à coup sûr c'est fût de chêne plutôt neuf. Et il y a une étape très importante qui ne rentre pas en considération des typicités aromatiques, mais qui est l'âge, le temps, qui va faire que le vin jeune ne va pas goûter de la même façon qu'un vin qui va avoir connu une évolution et un élevage en bouteille. Et clairement, c'est ce qu'on appelle les vins de garde. Ça, je pense que tout le monde est familiarisé avec ce terme, qui va faire qu'il y a des vins, notamment je pense à ce grand vignoble bordelais. Les vins de Bordeaux ne sont pas faits pour être bu jeunes. Ils sont pensés pour être bu avec un élevage supplémentaire en bouteille. Les vins de Sancerre sont plutôt faits justement pour une consommation assez rapide parce qu'on aime les boire sur leur vivacité, sur leur fraîcheur, sur leur jeunesse. Mais il y a quand même un potentiel de garde. Et ce qui fait que ce millésime 2021, il était extrêmement vif quand il a été mis en bouteille. Et plus les années passent, plus il va se patiner et plus il va avoir une fonction un peu plus haute qu'apéritive. Et on va plutôt maintenant pouvoir le positionner de façon assez pertinente sur des plats un peu plus cuisinés. Ça va demander quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de matière. Donc l'âge du vin, c'est très important. Et puis il ne faut pas oubliez aussi qu'il y a une temporalité aussi pour déguster le vin en fonction de ce qu'on fait, en fonction de... Moi, je crois beaucoup aussi à la saisonnalité du vin. On n'a pas du tout envie de boire la même chose en été qu'en hiver. Raphaël, aujourd'hui, on n'est pas dans un salon du vin, on n'est pas dans un salon professionnel. On est à la Paris Perfume Week. Donc évidemment, j'avais envie de savoir votre rapport au parfum. J'ai un rapport au parfum qui s'est assez développé par le vin en termes d'olfactif. En fait, c'est 2 univers qui sont très similaires, avec un vocabulaire aussi très partagé. Les familles olfactives, d'ailleurs, hein, les 2 univers les partagent, les 2 secteurs sont très liés. Ce matin, j'étais en animation d'atelier thématique sur de la dégustation, un atelier qui s'appelle Vin et Parfum, où on fait dialoguer, on fait des accords entre des cuvées d'expression de terroir, des matières premières utilisées en parfumerie et un produit fini aussi artisanat qui est un parfum. Et on se rend compte vraiment que c'est ces deux milieux qui sont très liés de par l'histoire déjà de ces 2 secteurs, mais également dans l'approche olfactive et même assez épicurienne. On a autant de plaisir à s'enivrer avec une belle cuvée qu'avec un beau parfum. Alors, on est très nombreux à ne pas avoir eu la chance d'assister à cet atelier ce matin. Est-ce qu'on peut avoir 1 ou 2 exemples ? Et on va essayer d'imaginer... en termes de pairage, vous voulez dire ? Absolument. Qu'est-ce que vous avez pu présenter ce matin Ce matin, on a présenté cette bouteille, effectivement. Bon, c'est la minéralité, donc c'est pas le meilleur exemple. Mais par exemple, pour un vin fruité, on a présenté un rosé. Donc les rosés, c'est des vins jeunes. Généralement, les rosés, on boit le rosé de l'année. Donc c'est un millésime 2023, très jeune. Mais justement, j'ai fait ce choix-là parce que ça va être une cuvée qui va être très marquée sur son aspect fruité, très franche sur le fruit. Et donc, rien qu'au nez, on avait ce côté très acidulé. D'ailleurs, l'audience l'a trouvé tout de suite. Il y avait un côté bonbon à l'anglaise, harlequin, avec, ça sentait à la fois autant la banane que la framboise, que la pêche, la cerise. Le melon, jusqu'au melon, effectivement. Et donc, ce rosé de pinot noir, on l'a fait dialoguer avec une matière première synthétique qui rappelle la pêche, avec cette volonté justement d'avoir une matière qui soit très, très fruitée. Et en accord avec le parfum, c'était Trésor
de Lancôme. Et je vous assure que c'était le cas d'un parfait match. On avait vraiment une espèce d'osmose entre le vin et le parfum. Et c'est assez fascinant d'ailleurs parce que il va y avoir des arômes qui vont d'autant plus se développer, d'autant plus s'affirmer quand on va sentir justement une matière première qui va renforcer le côté fruité ou même le côté épicé d'un vin. On a fini par un très bel accord avec un vin rouge de Sancerre avec 24 mois d'élevage en fût, donc très marqué sur les épices, et la matière girofle et jungle de Kenzo. Raphaël, on arrive Déjà doucement mais sûrement, hélas, à la fin de cette conférence passionnante. Si on veut aller plus loin, en sortant de la Paris Perfume Week, si on veut poursuivre là la découverte ou même tout simplement la commencer, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, il y a des livres, il y a des livres, tout à fait. Vous pouvez aller tout à fait en librairie spécialisée pour s'adapter. Il y a des méthodes, notamment, je peux citer une marque ou pas? Ouais. Hachette fait un très bon livre pour l'initiation à la dégustation. Après, oui, quand on commence à lire, je pense qu'il faut déjà avoir une familiarité déjà avec la pratique en tant que telle avant de passer vraiment purement de la théorie. Faut venir à Sancerre. Déjà, pour continuer avec moi. C'est qu'à 2 heures de route de Paris, 2 heures de train. Faut venir. Je pense que la pratique à faire dans un vignoble, déjà commencer à être un peu curieux et d'aller rencontrer les personnes, les artisans, les artisanes du vin, d'aller rencontrer aussi ceux qui les font, quoi. Je trouve ça toujours intéressant d'aller à la source même pour se familiariser. Et puis après, je pense que à Paris, vous êtes quand même bien équipés en caviste et puis même en atelier de dégustation pour pouvoir commencer à œuvrer. Mais déjà, sincèrement, après ce très court exposé, j'espère que ça vous a donné suffisamment l'envie d'aborder la prochaine cuvée que vous allez rencontrer différemment. Et je vous avoue, une étiquette, ça dit déjà énormément de choses. Là, ne serait-ce que sur celle-ci, je sais que c'est un terroir argilo-silicieux dit silex, donc je m'attends déjà à sentir une certaine forme de minéralité. Donc, vous pouvez déjà vraiment commencer à vous familiariser avec ces expressions, ce vocabulaire qui va vous donner déjà beaucoup d'informations sur le vin. Je reviens juste une seconde sur les formations, les ateliers que vous faites à Sancerre. Vous le faites régulièrement avec Clara Muller. Tout à fait, Clara Muller qui a beaucoup œuvré aussi sur cette période de la Paris Perfume Week. Et donc notamment vin et parfum, ça c'est une dégustation thématique qu'on fait régulièrement. On vient de commencer la saison ce matin au premier étage et on a une date par mois. C'est le dimanche matin, ce qui vous permet aussi de venir passer un week-end très plaisant à Sancerre. On fait ça dans des lieux assez remarquables pour avoir un bel écrin pour accueillir nos dégustations. Donc ça peut être un jardin remarquable, un château, une belle cave voûtée. Et on a une date par mois à partir de mars, donc avril jusqu'en octobre. Vous trouverez toutes les. Je peux vous laisser une carte d'ailleurs à l'issue de la conférence. Et puis vous tapez vin et parfum Sancerre sur Google. Je pense qu'on commence à être bien référencé. Et on va peut-être prendre quelques questions. Vous êtes d'accord, Raphaël ? Bonjour, je voudrais savoir ce que c'est que la rétro-olfaction. Ah, très intéressant la rétro-olfaction. L'olfaction indirecte. La rétro-olfaction, elle se passe à une étape, donc j'ai parlé des différentes étapes. Premier nez, j'utilise l'odorat de façon directe, comme on le fait, comme on sent. Second nez, toujours. Et en fait, ce qu'on a tendance à prendre pour l'utilisation du goût à partir du moment où je vais mettre du vin dans la bouche, la cavité, et qu'on grume. Vous connaissez grumer ? Ça vous parle cette expression, ce terme? C'est quand on aspire, quand on fait rentrer de l'air à la fois, encore une fois, pour oxygéner. Je vous rappelle que quand on déguste, on crache. Donc le goût, finalement, est peu sollicité. Et en fait, la rétro-olfaction, c'est cette partie-là. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va utiliser notre bouche, mais la sollicitation, le sens qu'on sollicite, c'est l'odorat. Et en fait, c'est la cavité à l'extrême de la bouche qui va renvoyer l'information à mon nez. Il y a une technique, on l'a fait d'ailleurs ce matin, qui est très intéressante, qui est de mettre une matière sur une touche et vous pouvez juste vous boucher le nez, inspirer par la bouche et vous allez voir, en ayant le nez bouché, et vous allez voir qu'à l'expire, vous allez avoir en fait l'odeur dans les narines. C'est justement une question que je voulais poser, Raphaël, sur tout ce qu'on appelle les vins vivants. Il y a souvent un nez très surprenant, qui n'a souvent rien à voir avec les autres vins. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai récemment rencontré une équipe de syndicats de vin nature suisse qui m'ont fait part de leur technique de dégustation. Et j'ai trouvé ça très pertinent parce qu'ils font le nez après le palais.
Et c'est très pertinent concernant les vins nature. Les vins nature, donc c'est des vins où il y a le moins d'intrants possible, et donc il va y avoir une expression très très singulière du cépage, des arômes primaires, des arômes tertiaires, et il peut y avoir des déviances qui peuvent être gênants. L'olfactif, comme en parfum, c'est attractif ou c'est répulsif. Et il y a dans les vins nature, c'est des vins qu'il faut beaucoup anticiper. On parlait d'ouvrir une bouteille. Un vin nature, il y a des vins nature qu'il faut ouvrir 4 heures avant pour que ça commence à être agréable en termes de consommation. Et donc j'ai trouvé ça assez pertinent en fait de pouvoir en fait évaluer le vin d'abord par le palais qui va être nettement plus agréable et après le sentir, parce qu'il y a vraiment des vins nature où le nez peut être suffisamment perturbant pour qu'en fait la dégustation soit même faussée sur la partie gustative en tant que telle. On peut donner quelques exemples de nez comme ça de déviance nature ou pas? Oui. On va parler de foin, on va parler pour être poli. Mais voilà, on parle aussi il y a un côté un peu animal, de sueur, et c'est pas forcément plaisant à premier abord. Mais les vins nature, c'est des vins vivants qui vont avoir une évolution aussi en bouteille et à l'oxygénation. Et un vin nature peut évoluer assez lentement, mais donner des arômes vraiment très expressifs et très agréables au bout de 4 heures. C'est des vins qu'il faut carafer, c'est des vins qu'il faut anticiper. Soit vous allez dans des établissements très spécialisés et qui maîtrisent, mais commencez pas. Voilà, les vins nature pour le coup, quand on commence à se familiariser, il y a vraiment des étapes à respecter, et clairement quand les gens veulent aller vers ça, j'ai plutôt tendance à donner des étapes de dégustation en termes de cuvée accessibles à tout type de palais avant de monter chez les puristes du vin nature. Il est comme un bon vin, on pourrait passer des heures avec lui, mais malheureusement, toute bonne conférence a une fin. En tout cas, merci, Raphaël Guillaume. Guilloux, caviste et formateur en dégustation à Sancerre, merci pour votre générosité. Mais je vous en prie, applaudit. merci Anne de m'avoir convié sur cette première édition de la Paris Perfume Week. Merci. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.